Nous sommes celles et ceux qui souffrent en silence, incompris, livrés à eux-mêmes, égarés. Nous sommes celles et ceux qu'on ne voit pas, et qui faisons comme si de rien n'était. Nous sommes celles à qui la vie n'a pas laissé le choix, prenant trop tôt des responsabilités d'adultes. Nous sommes ceux qui ne savent pas en parler, qui pleurons secrètement dans leur chambre et qui baissons les bras. Mais aussi, nous sommes ceux qui encaissons, la tête haute et le torse bombé. Nous sommes celles qui se battent, intrépides et audacieuses. Nous sommes celles et ceux qui avançons, pas après pas, jour après jour. Nous sommes celles et ceux qui croyons au lendemain qui chante, et qui guettent l'éclaircie, qui leur rappellera qu'ils n'ont jamais été seuls. Nous sommes celles et ceux qui nous relèveront toujours, prêts à mordre la poussière, qui avons décidé que c'était pas la mort qui allait commander notre destin, parce que nous avons déjà vécu le pire. Nous sommes des orphelins résilients. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour à toi, comment ça va? J'espère que aujourd'hui je te trouve dans une belle journée. En tout cas, là aujourd'hui quand j'enregistre ce podcast, on est au début de l'automne. Je suis dans un parc et il y a les premiers rayons, il y a des petits rayons de soleil qui viennent là parce qu'il commence à faire froid. Donc, en tout cas, ça fait plaisir ces petits rayons de soleil. Et donc j'espère qu'aujourd'hui c'est une belle journée pour toi. Et même si aujourd'hui c'est une journée un peu triste, peu importe dans quel état tu te retrouves aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être là pour parler. Ça me fait plaisir que tu sois là pour m'écouter et ça me fait plaisir aussi de pouvoir t'offrir cette présence. Aujourd'hui, on va voir à quel point ton entourage il peut avoir une influence qui est vraiment impactante sur ton état d'esprit et comment ne plus subir la négativité de ton entourage, si dans ton entourage il y a des personnes qui ont un impact négatif sur ton état d'esprit, et comment ça peut t'aider à avoir une vie de couple plus inspirante, comment ça va t'aider aussi pour tes relations, pour si tu es célibataire, de mieux séduire, de rencontrer l'amour selon tes propres définitions. Et comment ça impacte aussi la façon dont tu vis ton deuil, les personnes qui t'entourent. Alors moi, pour certains domaines de ma vie, notamment les études, je l'ai fait assez naturellement en fait de chercher à m'entourer de personnes qui m'inspiraient vraiment. Mais j'avais pas vraiment conscience à quel point ça m'impactait en fait. Et par exemple, les modèles de couple que je voyais chez les adultes qui m'entouraient, la confiance aussi pour aller parler à des inconnus, pour parler aussi des vrais sujets, pour parler du deuil. Je me rendais pas compte à quel point la façon dont mon entourage avait de traiter ces sujets, ça impactait aussi ma façon de voir les choses, ma façon d'être. Donc sans le savoir, j'ai longtemps basé par exemple ce que j'attendais moi d'un couple à partir de mauvais exemples de personnes jalouses, de personnes aussi divorcées qui n'ont plus confiance en l'amour. Et c'est sûr que quand c'est tout ce que tu vois dans ton entourage, comment tu peux te définir autrement? Et on dit souvent les chiens font pas des chats, mais c'est ça, c'est que ton entourage il y a vraiment un impact sur ta façon de voir les choses. Toujours inconsciemment, moi j'ai vu finalement à quel point dans ma vie, dans mes études, dans mon travail, l'entourage ça a été vraiment quelque chose de déterminant qui pouvait soit dans certains cas me booster, me permettre de donner le meilleur de moi-même, soit dans d'autres cas ça pouvait être un vrai boulet. Et moi par exemple j'ai fait des études en classe prépa, puis après dans une école de cinéma. Et quand j'ai fait mes études, je voulais vraiment l'excellence. Et quand je me suis retrouvé du coup en classe prépa, je me suis retrouvé entouré de personnes qui travaillent dur. Ensuite, quand je me suis retrouvé en école de cinéma, je me suis retrouvé entouré de personnes qui sont vraiment passionnées, engagées dans des projets, et pour qui
en fait, c'était normal de faire des films, c'était normal de faire des courts-métrages le week-end, d'enregistrer des groupes et de faire ça sur son temps libre, de parler de ça tout le temps. Et donc, c'est vraiment un exemple de ce que l'entourage m'a vraiment porté et m'a vraiment motivé, parce que quand tu es dans quelque chose qui te passionne et que tu es entouré de gens qui font des choses qui les passionnent, toi, ça a de l'impact sur ta motivation et donc ça te porte, ça te booste. Mais j'ai vécu aussi des influences négatives que j'ai cherché à fuir, parce que quand mon but c'était par exemple d'intégrer cette école de cinéma, moi j'évitais naturellement de passer dans des soirées étudiantes ou à boire de l'alcool ou à me coucher très tard, parce que c'était quelque chose qui n'était pas en cohérence avec mon objectif. Et aujourd'hui encore, je me rends compte à quel point, même pour faire du sport par exemple, avant je luttais en fait. Avant, pour moi, aller faire du sport, pour moi, aller à la salle d'escalade au début, c'était un vrai combat en fait, parce que j'allais dans une salle avec des inconnus. Là, en plus, ça commence à être l'automne, donc il fait froid, donc c'est inconfortable en fait de te retrouver avec une personne que tu sais pas, que tu vas te mettre en binôme et tu vas grimper avec elle. Et en fait, au fur et à mesure que les gens, et que tu connaisses les gens, que je rencontre les gens, ces personnes qui sont devenues des amis, et là, du coup, c'est beaucoup plus facile en fait. Une fois que cet entourage il est là, je me pose beaucoup moins de questions. Je me dis pas oui, il fait froid et tout. En fait, j'y vais et je peux y aller même 3 ou 4 fois par semaine, parce que je vais voir des gens que j'apprécie et parce que ça me motive. Et donc il y a aussi de l'engagement, il y a aussi de l'habitude, parce qu'on se donne rendez-vous et ça motive tout le monde, et c'est vraiment un cercle vertueux. Et par exemple aussi, quand je me suis intéressé à la séduction, quand je me suis retrouvé célibataire en 2018, je me suis adressé plutôt à des personnes qui étaient confiantes dans la séduction, qui osaient parler à des inconnus, même que ce soit pour de la séduction ou même juste discuter avec des inconnus. Je me suis inspiré de youtubeurs qui le faisaient et qui le faisaient aussi selon mes valeurs, selon ce qui me semble juste et respectueux, quoi. Ça a changé ma vie en fait, juste de considérer mon entourage, de prendre conscience que mon entourage, il avait de l'impact sur ma façon de faire, sur ma façon de vivre mes relations, sur ma façon de vivre le deuil aussi. Je vais y revenir un peu plus tard vraiment sur la question du deuil. Et si toi aujourd'hui tu es dans cette démarche de vouloir avancer, de vouloir progresser, oui, tu peux essayer de le faire tout seul, oui, tu peux aussi lire des choses et tout apprendre tout seul. Et c'est aussi ce que j'ai fait à certains moments, quand je ne trouvais pas autour de moi des personnes qui m'inspiraient sur les domaines qui m'intéressaient. Mais en fait, je me rends compte vraiment à quel point c'est pas la même motivation en fait. Et ça a pas le même impact, parce que quand tu es entouré, tu es vraiment dans une énergie où les gens autour de toi te motivent, et même des fois malgré eux, c'est juste parce qu'ils sont passionnés. Donc sur la question du deuil et de la résilience, l'entourage a aussi un impact très fort en fait. C'est Boris Cyrulnik, dont je t'ai déjà parlé dans les précédents épisodes, qui l'a étudié en fait, et qui s'est rendu compte qu'un enfant qui a grandi dans un contexte familial avec de la maltraitance ou avec une carence affective, il est beaucoup moins résilient, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de mal à se remettre après un événement traumatique dans sa vie. Et donc il est beaucoup moins résilient qu'un enfant qui a grandi dans une famille aimante, dans une famille soutenante. Et donc voilà, quand il lui arrive un événement difficile ou traumatisant, il a du mal à s'en remettre. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'un enfant qui a vécu dans un contexte familial aimant ou qui a été entouré de proches, quand il lui arrive un événement traumatique, un deuil, et qu'il est entouré, il a beaucoup plus de facilité à s'en remettre. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose qui s'arrête à l'enfance, c'est quelque chose qu'on peut travailler toute sa vie. On peut travailler sa résilience, on peut travailler à s'entourer consciemment de personnes qui nous motivent, même quand on est adulte. Et ça sécurise aussi effectivement. Et ce que démontre Boris Cyrulnik, c'est que aussi après l'événement traumatique, le fait de s'entourer, c'est quelque chose qui aide à s'en remettre, qui aide à cette résilience.
En tout cas, je t'invite vraiment à éviter de t'isoler, comme tu es dans cette situation d'être orphelin de ton père ou de ta mère, parce que avoir un entourage sécurisant, aimant, bienveillant, c'est ça qui développe ta résilience. Et ça t'aide à surmonter les épreuves de la vie. Ça n'empêche pas les épreuves de la vie d'arriver, mais en tout cas, ça t'aide à les surmonter. Et donc, en tant qu'orphelin, c'est sûrement la chose la plus importante à faire, c'est de mettre de la conscience là-dessus, sur ton entourage, et de t'entourer vraiment des bonnes personnes, en fait. Des personnes qui t'inspirent, des personnes qui sont passionnées, qui sont bienveillantes. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que quand il y a des relations humaines en jeu, ça change vraiment la motivation, parce qu'il y a de l'engagement, et aussi parce qu'il y a une sorte d'instinct humain à faire comme le groupe, comme les personnes qui t'entourent. Il y a une expérience qui est assez drôle là-dessus, ça s'appelle l'expérience de H sur le conformisme. Donc le conformisme, c'est effectivement cette aptitude qu'on a en tant qu'être humain à reproduire ce que fait le groupe et ce que fait surtout la majorité et la majorité des personnes qui nous entourent. Et cette expérience, ça a plusieurs versions, mais une des versions qui est assez drôle, c'est en fait dans une salle d'attente chez un médecin, on met une dizaine de personnes qui sont tous complices et on fait rentrer une nouvelle personne qui est donc la personne testée, qui est le sujet, pour voir comment elle réagit justement par rapport au groupe et par rapport au conformisme. Et donc dans cette salle d'attente, en fait, faut que tu t'imagines qu'il y a une petite sonnerie qui retentit de manière un peu aléatoire toutes les quelques minutes. Et au moment où cette sonnerie retentit, les complices dans la salle se mettent à se lever et ils se rassoient. Et c'est tout. C'est le seul comportement en fait qui n'a aucune explication logique. C'est juste un comportement social imposé. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure que ça se passe, la nouvelle arrivante qui n'était pas du tout initiée à ce comportement, elle va peu à peu, au bout de 3 sonneries, elle va se conforter à la norme sociale sans même l'interroger en fait. Et donc au bout de 3 sonneries, elle se met à se lever et s'asseoir parce que tout le monde autour d'elle se lève et s'assoit. Et ça a tellement d'impact sur elle que quand on fait sortir un par un tous les participants qui étaient en fait des complices et qu'on continue à faire cette sonnerie, la personne, elle continue à avoir ce comportement, à reproduire ce comportement. À chaque fois qu'on met la sonnerie, elle se lève et elle s'assoit. Et ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, quand on fait rentrer des nouveaux patients, des nouveaux sujets qui pareil, ne connaissent pas ce comportement, et que elle continue à avoir ce comportement, elle est capable même de transmettre ce comportement à d'autres personnes sans avoir vraiment d'explication logique. Et quand les nouveaux patients qui arrivent l'interrogent sur pourquoi elle fait ça, elle dit juste je l'ai fait parce que j'ai vu que tout le monde le faisait et j'ai trouvé ça normal. Et donc même en faisant rentrer des nouvelles personnes, elle va transmettre ce comportement qu'elle a acquis dans le groupe. Et en fait, ce que ça démontre, cette expérience, c'est que la peur d'être exclu du groupe, c'est ça qui nous pousse à copier les comportements du groupe qui nous entoure. Et ça, il faut d'abord, c'est bien d'en être conscient, et pas pour dire que d'être dans le groupe c'est mal, mais parce que de toute façon c'est une réaction humaine en fait d'avoir peur d'être exclu du groupe, et puis on copie les comportements des autres personnes parce que instinctivement on se dit que si le groupe se comporte comme ça et si le groupe survit, c'est que c'est comme ça qu'il faut se comporter, quoi. Et donc cette conscience là de ce que ça peut être le conformisme et de l'impact qu'a le groupe sur notre comportement, il faut apprendre à s'en servir pour toi et non contre toi. C'est-à-dire que le groupe qui t'entoure, quelque part, il est un comportement qui correspond au comportement que tu veux adopter, et que quelque part tu sortes d'un groupe dans lequel qui a un comportement qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus. Et ça joue aussi le fait d'être en groupe au niveau de ton engagement en fait, parce que quand tu es dans un groupe, tu t'engages auprès d'autres personnes et tu es engagé en termes de temps, parce que par exemple tu as fixé un rendez-vous avec une personne, ou même ça peut être un engagement financier, parce que par exemple j'ai payé mon inscription annuelle
plusieurs centaines d'euros pour aller à la salle, pour aller faire du sport, ça me motive ensuite toute l'année parce que je me suis engagé financièrement là-dedans et ça me motive et ça renforce mes habitudes. Et surtout, le groupe, c'est aussi puissant parce que sur cette question du deuil et sur cette question des orphelins, ça te permet de voir que tu n'es pas tout seul avec cette question. Et comme c'est principalement la plus grosse difficulté en tant qu'orphelin, c'est de se sentir tout seul avec ça, parce qu'on a, à cet âge-là, généralement, il y a peu de personnes dans son entourage qui ont vécu la mort d'un parent. Donc c'est vraiment réconfortant de se sentir entouré et de trouver d'autres personnes qui ont ces mêmes questions. Et c'est sûr qu'au début, c'est quelque chose qui est inconfortable et qu'aller rencontrer telle personne qu'on ne connaît pas, lui parler de son intimité, c'est pas quelque chose qui est confortable. S'investir dans un groupe, c'est toujours plus compliqué que de rester sur son canapé. Et en tout cas, c'est vraiment important que tu prennes conscience que ton entourage a un impact sur ta façon de voir les choses et sur ta façon de prendre des décisions. Et moi, des fois, vraiment, ça m'énerve en fait, parce que je vois des orphelins qui se laissent pourrir par leur entourage et qui se laissent influencer par ces pensées négatives, par toute cette négativité. Et parce que peut-être dans ton entourage, tu as des personnes qui vont te critiquer, par exemple, sur le fait que tu te fais accompagner, que tu vas chez un psy, où ils te disent tu vas quand même pas consulter un psy, un psy c'est pour les personnes malades, ou tu vas pas aller dans un groupe de parole sur le deuil ou sur les orphelins parce que c'est quelque chose de morbide, c'est quelque chose de déprimant. Tu vas pas te faire aider pour ton couple, pour ta confiance, c'est n'importe quoi. T'as pas besoin de ça pour apprendre, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Et ça m'énerve vraiment parce que je vois à quel point ça a de l'impact sur les orphelins que je rencontre, d'avoir des personnes dans leur famille, dans leurs amis, qui ont cette méconnaissance et qui, en plus de ça, vont chercher à influencer leurs décisions, leur comportement, et que c'est des personnes qui souvent critiquent mais qui font pas grand-chose dans leur vie. Et la bonne question à se poser sur ton entourage et sur les personnes qui t'entourent, c'est est-ce que ces personnes-là, elles ont une vie qui t'inspire au niveau de ce qui te motive et de ce qui t'intéresse. Et par exemple, si ta question c'est comment je fais pour avoir des relations plus sincères et plus profondes dans mon couple, dans ma famille, est-ce que les personnes qui m'entourent et qui me donnent des conseils sur ces sujets-là, elles ont eux-mêmes un couple inspirant? Et je t'invite vraiment à chercher à écouter des gens compétents, à t'entourer de personnes bienveillantes. Et ton entourage, c'est pas juste ton psy qui t'accompagne. Ton entourage, ça va être dans le couple. C'est la personne qui est avec toi tous les jours et avec qui tu passes beaucoup plus de temps que si tu es suivi par un psy. Tu vas passer beaucoup plus de temps dans ton couple avec la personne qui partage tes journées qu'avec ton psy. Donc cette personne-là potentiellement a beaucoup plus d'impact sur ton état d'esprit, sur ta motivation. Et concrètement, si tu as une personne qui te booste pas, une personne à côté de toi qui passe son temps à te rabaisser, qui te prend régulièrement la tête, je parle du couple, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, ça peut être un patron, ça peut être aussi des collègues ou dans ta famille proche. Et si tu passes beaucoup de temps avec une personne avec qui tu te prends régulièrement la tête, forcément ça impacte ton état d'esprit. Toi, tu as besoin de quelqu'un de positif à tes côtés et c'est vraiment un facteur déterminant aussi sur comment tu vas vivre ton deuil. Et parfois ça peut signifier qu'il faut prendre un peu ses distances avec certaines personnes. Alors ça ne veut pas dire forcément que tu vas couper tous les ponts, mais ça veut dire que peut-être pendant quelques temps tu vas te recentrer, tu vas t'éloigner un peu de certaines personnes, ou en tout cas moins les fréquenter, et tu vas chercher à t'entourer consciemment de personnes plus bénéfiques
et au moins le temps d'allier mieux toi, et peut-être après tu pourras reprendre contact avec cette personne qui te semblait un peu plus négative ou toxique. En tout cas, je t'invite vraiment à t'entourer de gens qui veulent aller pile là où tu veux aller, quoi. Qui ont vraiment les mêmes objectifs, les mêmes passions. Et j'ai vraiment vu ça quand j'ai commencé à me former sur la question de la mort et sur la question du deuil. J'ai vu ça dans les groupes de parole aussi, à quel point le fait d'être tous ensemble et que chacun puisse parler librement de ses souffrances, de ses inquiétudes, et sans qu'il y ait de jugement, que tout le monde se respecte et surtout qu'il y ait cette écoute où tout à coup les gens s'écoutent en fait, ils ne sont pas juste en train de se donner des conseils, oui mais non tu devrais faire ça. Il y a juste une écoute bienveillante, du respect, et ça c'est quelque chose qui est très libérateur. Il y a une sorte de connexion hyper humaine et intime qui se fait, et j'ai vraiment ressenti que il y a quelque chose qui résonne profondément dans ces échanges, dans ces partages d'expériences, parce que on se retrouve dans un endroit plutôt chaleureux où les gens parlent de sujets très intimes liés à la perte d'un proche ou d'un parent. Et c'est vraiment un endroit où les orphelins s'expriment sur les vrais sujets qui les inquiètent, qui expriment leurs vraies difficultés, mais aussi leurs espoirs et leurs aspirations. Donc je t'invite vraiment aujourd'hui à t'extraire un peu de toi-même, à prendre du recul sur toi-même, sur les personnes qui t'entourent, à étudier ton entourage, à voir quelles sont un peu leurs réactions d'habitude, et d'adopter vraiment cette démarche consciente d'aller changer ton entourage quand c'est nécessaire, et d'aller t'entourer de personnes qui t'inspirent vraiment. Et sur le couple, par exemple, de te questionner, mais comment les gens qui sont autour de moi, dans mon entourage, comment ils pensent le deuil, c'est quoi leur relation à la mort, c'est quoi leur relation à l'amour, comment ils considèrent le couple. Et si tu te poses toutes ces questions, en tout cas, je t'invite aussi surtout à rejoindre le groupe des orphelins résilients, parce que j'ai créé ce groupe pour ça, justement pour avoir cet espace de parole bienveillante, patiente, et puis d'écoute vraiment empathique. Donc viens nous rejoindre sur le groupe des orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera des excuses qu'on se donne en tant qu'orphelin.